Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership et spécifiquement sur le care dans le leadership. Aujourd'hui, je reçois Martin Serralta. Salut Martin. Salut Greg. Qui est prospectiviste et fou de la cité. C'est comme ça que tu te présentes. C'est vrai? C'est quoi un fou de la cité? Pourquoi tu te présentes comme ça? Parce que ça fait référence à ce qui se passait au Moyen-Âge, principalement dans les cours européennes, où on avait un personnage au sein de la cour, nommé le fou du roi ou le fou de la reine. C'était beaucoup aussi des fous de la reine, notamment en Angleterre. Et le fou avait un rôle très particulier. Le fou, c'était le seul qui pouvait dire au souverain ou à la souveraine ce que tous les autres autour ne lui disaient pas. Et moi, ce que je fais au quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que je rencontre des dirigeantes, des dirigeants, des équipes de direction, et je viens leur dire ce que l'aéropage autour d'eux ne leur dit plus, ou leur poser surtout des questions, parce que j'ai aucune prétention de détenir la vérité sur leur activité, mais je viens leur poser les questions qui grattent. Et donc je fais ce travail de fou. Alors je dis fou de la cité parce que c'est pas au service d'un roi ou d'une reine, c'est au service de l'objet pour lequel il travaille, l'organisation, que ce soit un État, une région, ou une association, ou une entreprise. Donc c'est ça mon métier au quotidien, et c'est très en lien avec ce que tu défends avec tous tes invités, puisque finalement c'est un travail de care pour les dirigeants. Est-ce que tu as fait, toi, dans ta carrière, parce que en fait, tu as fait une grosse partie de ta carrière chez Danone, où tu as beaucoup accompagné à la transformation du groupe. Tu vas nous expliquer ça. Et ensuite, tu es sorti pour passer à l'Institut des futurs souhaitables, si je ne me trompe pas. Donc, tu peux nous expliquer ce que tu faisais chez Danone, ce que tu faisais à l'Institut des futurs souhaitables et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors j'ai travaillé pendant 17 ans au sein du groupe Danone, ça a été génial, et effectivement j'ai travaillé sur des métiers finalement assez classiques de ces entreprises, en faisant du marketing, et puis j'ai rapidement basculé dans la fonction des ressources humaines qui est très particulière au sein du groupe Danone, puisque elle intègre un métier qui s'appelle historiquement depuis 1954 le développement des organisations. Et en fait le développement des organisations, ça consiste principalement à venir interroger les collectifs qui sont en charge d'une entité sur un pays, sur un métier donné, pour faire en sorte de, en permanence, se remettre en cause, s'ajuster à la réalité évidemment d'un marché, d'un pays, une réalité socio-économique, au service de la mission du groupe. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, les sociétés à mission, les entreprises qui développent leur raison d'être. Ce qui était très particulier chez Danone, comme quelques autres entreprises, c'est que cette démarche, elle a démarré très très tôt. Dans les années 50, en fait, l'entreprise a vécu une série de crises, et sous la houlette d'Antoine Riboud, et notamment de son DRH de l'époque, comme c'était un peu convenu de les appeler, Jean-Léon Donadieu, ils se sont interrogés sur comment on va faire pour s'ajuster. Donc l'histoire du groupe, elle est connue, c'est-à-dire qu'ils sont passés de fabricants d'emballage finalement vendeurs de contenants, de vendeurs de contenants, à vendeurs de contenu, et les propositions avec les métiers et les marques qu'on connaît aujourd'hui du groupe. Mais cette transformation, elle s'est accompagnée d'une réflexion sur le rôle de l'entreprise dans la cité. Et a donné lieu, en 1972, après la réunion avec l'entreprise de Daniel Carasso, qui, elle, portait le nom de Danone. Le point d'orgue de ça, c'était en octobre 1972, avec le discours de Marseille, où au CNPF, équivalent du MEDEF aujourd'hui, Antoine Riboud a dit, finalement, le rôle de l'entreprise, c'est un rôle d'entreprise dans la cité, d'acteur dans la cité, de transformation, avec un double projet économique et social. Et c'était une remise en cause de l'idée prévalente à l'époque de l'école de Chicago, les théories de Friedman, avec cette idée de dire on remet en cause fondamentalement le principe qu'une organisation donnée n'est là que pour générer du profit, qu'en particulier une entreprise n'est là que pour générer du profit. Et pour cultiver en fait cette réflexion,
depuis du coup les années 50, finalement quasiment tous les dirigeants du groupe sont accompagnés par un ou une DRH qui a un rôle très particulier d'animer cette démarche de transformation, mais qui joue aussi ce rôle finalement de fou dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de sparring partner, de sidekick, d'acolyte, qui vient en permanence questionner le dirigeant, questionner celui qui, dans la théorie friedmanienne, dans nos représentations très mécanistes des organisations, est à la tête de l'entreprise. Et donc j'ai fait ce métier au sein du groupe pendant 17 ans, en France, au Canada, aux États-Unis, et puis à l'échelle de l'entreprise. Et ça a été une aventure vraiment extraordinaire, parce que j'ai vu à quel point c'était différent de ce qui se passait autour. Et en même temps, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, moi à titre personnel, que pris dans la mécanique de l'entreprise, j'allais potentiellement devenir exactement ce que j'essayais de combattre, c'est-à-dire dirigeant d'entreprise bien établi sur sa base confortable, et donc dans un esprit à la fois rebelle, mais aussi de curiosité et avec beaucoup de naïveté, je dois le reconnaître aujourd'hui. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse autre chose. Donc au départ, je me suis dit, je vais partir pendant un an, je vais aller faire autre chose, je suis allé travailler dans une ONG. Et finalement, au bout d'un an, je me suis dit, je ne peux pas être complice de l'entretien d'un modèle que j'essaye de remettre en cause. Et donc j'ai fait le choix effectivement de rejoindre l'association Institut des Futurs Souhaitables, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, pour essayer de développer une réflexion prospective sur les organisations. Et entre-temps, j'ai développé une autre petite structure qui s'appelle Cité Vive, donc fou de la cité, pour rendre vivante la cité, pour continuer à accompagner des organisations de tout type, qui soient des institutions publiques, des institutions privées, de toute taille, très grandes entreprises, toutes petites start-up, et aussi évidemment le monde associatif. Tu avais combien de personnes chez je sais que c'est pas une médaille de gloire, mais tu avais combien de personnes chez Danone ? Alors, dans l'équipe de développement des organisations, on était un peu plus de 300 dans le monde, pour 116 000 personnes dans le groupe. Donc, c'était un réseau à animer. Et j'ai géré des grosses équipes. Effectivement, ça fait un gros changement. Mais c'est vraiment là où on retrouve, on est au cœur de cette question de qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire gérer des équipes? Qu'est-ce que ça veut dire le leadership? Comment on se positionne? Et malgré tous les efforts que je faisais et tous mes points aveugles, évidemment, parce qu'il y a plein d'éléments très satisfaisants là-dedans, je me rendais compte que finalement, bon an, mal an, je ne faisais que cultiver l'imaginaire collectif autour du leadership en étant moi-même dans une posture de le leader, c'est celui qui donne la direction, qui prend les décisions, qui développe son charisme. Et donc c'est cette espèce de dissonance cognitive qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là il faut changer. Alors je dis avec beaucoup de naïveté, parce que je l'ai fait de façon un peu radicale, un peu immature. Ça a été très difficile par certains aspects et très inconfortable, mais je suis très content, et je suis très content aussi de l'expérience que j'ai eue précédemment dans cette entreprise. Il y a des gens qui nous écoutent qui se posent la question. Je pense que la question du sens dans l'entreprise, elle se pose à tous les niveaux. En fait, on peut avoir tendance à imaginer que ça se passe que en bas avec le big quit, etc. En bas, j'entends en bas parce qu'on parle beaucoup de pyramide. Mais en fait, moi je le vois aussi, ça se passe pas mal à la tête des entreprises. Tu as divisé ton salaire par combien quand tu as pris cette décision? La première année, j'ai décidé de travailler sans aucune rémunération. Oui, donc je l'ai divisé complètement. Et après, ça représente un très gros écart, qui est de l'ordre de 3 à 5. Ouais, ça, c'est énorme. Tu parlais des imaginaires du leadership. Donc tu en as cité quelques-uns. Le fait de mener les équipes, le fait de travailler son image, etc. Pour toi, c'est quoi ces imaginaires et pourquoi on est à côté de la plaque?
Alors, ce sujet de l'imaginaire collectif, c'est un magnifique sujet. Je renvoie, pour ceux qui voudraient creuser, aux travaux de Michael Landrieux sur le sujet, parce qu'il amène beaucoup de subtilité. Greg, tu le connais très bien. Mais modestement, moi, ce que j'ai envie d'en dire, c'est sur le champ de l'organisation, depuis, on va dire, le début de la révolution industrielle, on a, étape par étape, développé un imaginaire de l'entreprise, de l'organisation, voire même de la gestion des États, qui est un imaginaire qui valide l'idée d'une structure pyramidale avec un chef à la tête qui maîtrise, contrôle, donne le sens éventuellement, mais qui lead de façon verticale. Cet imaginaire qui peut être pertinent dans certaines conditions très précises, a pris toute la place au service d'une logique d'un autre imaginaire qui est celui qu'une entreprise est là pour faire du profit. Ça, on le doit à l'école de Chicago que j'ai cité tout à l'heure, mais ce qui est absolument dramatique, c'est que ça a complètement resserré l'idée qu'on se fait de une entreprise, c'est comme ça. Le rôle de l'entreprise, c'est ça, et un dirigeant d'entreprise, c'est ça. Et donc on se construit une mythologie qui alors, a des origines encore plus anciennes que dans l'idéal, on a un chef, généralement un homme, hein, à la tête, qui prend les décisions, et puis les autres qui exécutent. Et c'est un énorme malentendu. Pourquoi c'est un malentendu? C'est un malentendu, si on prend un prisme scientifique autre, parce que dans un monde complexe, dans un système complexe, il ne peut pas y avoir de point central de décision. Ça vient pas c'est pas une idée philosophique en soi. C'est une observation qui vient de multiples champs de la science. Du vivant, du corps humain, tout simplement. Du corps humain, du vivant, etc. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans un système complexe, il n'y a pas de point central de décision. Dans une forêt, il n'y a pas de point central de décision. Dans le corps humain, contrairement à ce qu'on pensait pendant très longtemps, le cerveau n'est pas juste un organe qui décide de tout avec un corps qui exécute. On sait d'abord qu'on a des neurones qui sont répartis partout dans notre corps, y compris au sein de notre intestin, que les interactions et les boucles de rétroaction entre nos différents organes font que, en fait, c'est un système qui, au service d'un sens, le développement, le fait de continuer à vivre, hein, tout simplement, le fait d'être, de continuer à être, eh ben, se coordonnent, interagissent, rétroagissent au service de cette finalité. Ça, c'est vrai en biologie, c'est vrai dans tous les écosystèmes vivants, et c'est vrai globalement même de tous les phénomènes qu'on observe à partir du moment où on atteint un certain niveau de complexité. C'est-à-dire où on a des agents, si je prends des termes de systémique, qui sont hétérogènes, interdépendants, et qui partagent finalement un territoire de jeu ou une membrane commune. Et ça, on le retrouve aussi bien à l'échelle d'une famille, voire d'un couple, hein, des agents hétérogènes en interaction qui partagent un projet et qui ne se comprennent pas toujours bien, à l'échelle évidemment d'une entreprise, à l'échelle d'un État et évidemment à l'échelle de l'humanité. Or, on imagine, et on continue à imaginer, que pour gérer un collectif, en particulier une entreprise, il faut un chef à la tête. Alors pourquoi on imagine ça ? Pourquoi on imagine ça ? Parce qu'à un moment donné, c'est assez confortable d'imaginer ça. C'est assez confortable parce qu'en fait, on dit, c'est pas à moi de prendre la décision. Et c'est là que le terme de leadership est particulièrement intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, quel snobisme, on utilise un terme anglais, mais le terme de leadership, il est très difficile à traduire. Le terme de leadership, si on le regarde étymologiquement, finalement, il a dérivé vers ce sens de prendre la direction, mais en soi, et on le retrouve bien dans les valences sémantiques du mot en anglais, quand on dit « I take the lead », c'est « je prends la tête », mais j'emmène un collectif. Donc déjà, on voit bien que c'est pas diriger, c'est lead, c'est « je suis dedans » et je donne une impulsion pour que le collectif m'emmène. Si on va un cran plus loin,
quand on dit lead article en anglais, c'est un article d'opinion. Une opinion. Et le terme, donc c'est-à-dire c'est un point de vue, je donne un point de vue, je commence par un point de vue, comme quand on fait une décision par consentement, je fais une proposition au départ et je la soumets au collectif. D'un point de vue commercial, lead, c'est une piste de prospection. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. Donc on voit que c'est beaucoup plus subtil que de dire je tranche, je décide, je contrôle. C'est je donne une impulsion. Et quand on revient même à l'histoire encore plus ancienne du mot, on a des termes qui sont plutôt des termes de dialecte germanophone qui disent, en fait, c'est faire une première proposition. Faire une première proposition. Et là, on est dans le vivant. Le leadership, on est dans le vivant. C'est-à-dire, c'est donner l'impulsion. Et donner l'impulsion, c'est quoi? C'est ce champ de la vitalité, en fait. C'est le lead, c'est la vitalité. Et donc, le malentendu, c'est d'imaginer que le dirigeant décide de tout, et dans une logique verticale, il dit « moi, je contrôle le complexe ». On connaît des dirigeants qui disent « ma pensée est trop complexe, je contrôle le complexe ». Et je décide de tout, et les autres exécutent. Ce qui est anti-vivant. Mais c'est confortable pour tout le monde. C'est confortable, évidemment, pour le dirigeant. Parce que qu'est-ce que ça flatte son ego, c'est bon, on est dans l'hubris total, quoi. Il ne parle pas beaucoup, mais... Voilà. Et c'est très confortable pour ceux qui se mettent dans une position d'exécution. Alors, ils peuvent se dire, j'ai le choix, j'ai pas le choix. Dans tous les cas, c'est confortable parce que, du coup, je n'ai pas la charge du doute et de l'impulsion. Mais le vivant est impulsion. Le vivant est dans cette prise d'initiative. La plante qui se retrouve coincée entre deux pavés, elle est dans ce mouvement, dans ce que les biologistes appellent cette dynamique autopoïétique. Elle se développe, elle cherche à se développer. C'est bien une énergie endogène, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui cherche à se développer vers l'extérieur. Et donc, ce qu'on avait fait chez Danone, si on y revient, c'était avec Muriel Pénicaud et Emmanuel Faber et toutes les équipes qui avaient réfléchi sur ce sujet, c'était de dire, en fait, le leadership, ce n'est pas le travail des dirigeants. Dans l'entreprise, tout le monde est leader. Tout le monde, en tout cas, a le potentiel d'exprimer son leadership. Autrement dit, tout le monde a le potentiel de prendre l'initiative. Tout le monde a le potentiel d'être dans une logique d'engagement au service d'un projet commun, d'une mission. D'où l'importance derrière de la mission, et d'où l'importance derrière du care, qui est ce que tu mets ici au cœur de ton sujet, puisque c'est dans cette dynamique que les multiples initiatives peuvent permettre au système complexe de se développer. Et d'ailleurs, tu m'as fait remarquer un truc tout à l'heure auquel j'avais jamais réfléchi, parce que pour moi c'est tellement évident, mais tu me disais, en fait, care et leadership, ça peut s'opposer. Et en fait, pour moi, c'est évident que ça s'oppose pas. Et en même temps, quand tu le dis, c'est vrai, je me dis, ah ben ouais, il a pas tort. En fait, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le care, donc prendre soin, ça s'oppose à l'imaginaire du leadership. Tu peux nous expliquer ça un peu? En fait, là aussi, c'est là où on voit l'enjeu de venir questionner nos imaginaires. L'enjeu de se remettre en cause sur, en fait, ce sur quoi on est tous d'accord, à peu près, collectivement. Y a peut-être des choses qu'il faut qu'on arrive à challenger, à remettre en cause pour pouvoir trouver, en fait, des pistes qui soient meilleures. Le malentendu entre care et leadership, ou le malentendu entre même management et leadership, ou direction et leadership, c'est que l'image du caregiver, l'image de celui qui prend soin, l'image de la sollicitude, elle vit mal avec l'image du dirigeant. Le dirigeant, on imagine, chef de guerre. Enfin, il suffit de regarder le décorum qu'il y a autour, évidemment, du président de la République, du palais de l'Élysée, etc., de toutes ces représentations qui sont constitutionnelles, qui sont indépendantes de la personne qui est en poste. Aujourd'hui, on est dans cet imaginaire. Et tu sais, tu connais ma marotte sur la Constitution. Quand on lit la Constitution, on cultive cette image du dirigeant, président de la République, chef de guerre. Dans les entreprises, il n'y a pas forcément les ors de l'Élysée,
Mais on a aussi la place du dirigeant, tous ces marqueurs de l'ego, et cette représentation, ces brochures en papier glacé, ou ces sites, où on a le dirigeant super lumineux, etc., qui fait ses shows, qui est en hauteur sur une estrade, etc. etc. Autrement dit, on cultive cet imaginaire chef de guerre. Et à côté, la logique du care, c'est quoi? Le care, c'est, en français on traduirait, ou c'est traduit par tous les philosophes, toutes les philosophes, principalement beaucoup de femmes, du care sur par sollicitude, par le prendre soin, mais globalement ils gardent tous le terme de care parce qu'il est polysémique et il est très puissant. Cette logique-là, à qui on l'attribue dans notre imaginaire? On l'attribue d'abord, en premier lieu, de façon assez commune, aux mères de famille, dont le travail quotidien de prise de soins n'est pas valorisé. On l'attribue, évidemment, et il y a beaucoup d'éthiciens et de philosophes du care qui travaillent à l'hôpital, aux soins. Donc le soin à l'hôpital, les aides-soignants, dont on vient questionner en permanence la performance et le rôle dans la société. Les gens qui travaillent le bénévolat en France n'est quasiment pas reconnu. Il y a quelques efforts qui sont faits, certes, sur ce sujet, mais c'est pas reconnu. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui est de l'ordre du care n'est pas reconnu comme un élément d'efficience. Et donc on voit bien comment l'image d'un côté très guerrière, très chef de guerre, à la tête d'une armée, et de l'autre côté, la logique du soin et de l'aide-soignant, de l'aide-soignante, ou de la mère de famille suffisamment bonne, de Winnicott, qui fait ce qu'elle peut pour prendre soin, vivent mal ensemble. Alors que, évidemment, et c'est le sens de tout ce que tu fais ici, la logique un leadership qui vient faire des propositions, prendre l'initiative, qui est un leadership partagé, avec plus ou moins d'équivalence, qui n'empêche pas les responsabilités individuelles, bien au contraire. C'est évidemment connecté à une logique du prendre soin. Mais c'est pas dans notre imaginaire. La phrase de « on n'est pas ici pour se faire des amis » dans une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, je ne peux pas être un leader et être dans le care. Quand on décompose ça, je fais un raccourci que peut-être certaines ou certains me reprocheront, mais c'est de dire qu'on prétend que être un leader, potentiellement, c'est de dire « I don't care ». Le raccourci que je fais, c'est quand on regarde les études bien connues de Gallup sur l'engagement en entreprise, et qu'on dit qu'aujourd'hui, en France, il y a 14%, ou en Europe, pardon, il y a 14% des Européens seulement qui se sentent engagés dans l'organisation dans laquelle ils travaillent, bah ça veut dire « I don't care ». Et que reproche-t-on aussi à nos dirigeants politiques, principalement? C'est pas sur un tel ou tel point d'une réforme des retraites ou que sais-je. Le reproche qui est fait à l'élite politique française, c'est l'irrespect. On leur dit, vous vous en foutez de nous. Au cœur du mouvement des Gilets jaunes, la question, c'est de dire, on veut être entendu. Donc le conflit, c'est un conflit entre, d'un côté, une logique de leader qui garde un imaginaire de dirigeants verticaux, à la tête, combattants, qui donnent des ordres à une population qui exécute, et de l'autre côté, une logique de « on veut prendre soin ». Et on veut être reconnu comme étant en capacité d'avoir nos propres idées, en capacité de prendre des initiatives. Autrement dit, on veut être reconnu comme leader, et de l'autre côté, on dit « je veux prendre soin, mais je veux prendre soin dans une logique verticale ». Je veux te faire une caresse sur la tête. Je peux prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui est au cœur des enjeux de géopolitique aujourd'hui? Si on prend la relation entre la France et les pays du continent africain, c'est de sortir de la logique d'une forme de néocolonialisme qui dirait nous, on a la réponse pour vous et on va aider les pays en développement. L'interpellation le 6 octobre 2021 par cette femme du Burkina Faso qui avait interpellé le président de la République et qui dit « on ne veut plus être aidé. On ne veut pas de votre aide. On veut être dans un rapport d'équivalence qui n'empêche pas le care.
Le care, c'est pas la charité. Le care, c'est prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation. Et si on réapprend à se dire, en fait, eh ben oui, on peut tous être leaders, et c'est probablement ce qui est au cœur de cette grande démission. C'est l'envie de se sentir à nouveau vivant, en capacité de prendre des initiatives, au service d'un sens, dans une logique de soin. Dans une logique de soin, de prendre soin. Dans une logique un mouvement que j'affectionne particulièrement en philosophie, qui est la logique convivialiste, qui dit simplement, on peut coopérer en s'opposant sans s'entretuer. On peut vivre ensemble et être connecté profondément à l'ensemble du vivant et être dans cette logique de care. C'est marrant, quand je t'écoute, ça me fait penser au corps humain. Et je me dis, effectivement, les cellules mortes, parce que tu leur donnes pas la possibilité de l'idée ou d'une certaine manière de prendre des décisions, en fait, elles se détachent du corps. Enfin, tu vois, la peau morte ou je sais pas, mais en fait, ça se détache en fait naturellement, ça s'en va. Et c'est ça, c'est vraiment cette dévitalisation. En fait, on construit avec une société de normes, de règlements qui sont une axiologie froide pour construire une logique sociétale. On déconstruit la logique relationnelle. Et du coup, on déconstruit la logique du vivant. On construit une modalité où finalement, même si on pense qu'on est toujours vivant, on est mort à l'intérieur. Et c'est ce qu'on reproche, et ce que beaucoup reprochent à une logique de société de consommation, où on dit en fait c'est dans la matérialité que tu vas être satisfait. Et évidemment, pourquoi il y a une crise, parce qu'on se rend bien compte que plus tu accumules, finalement, t'es pas plus heureux. Ou même, on pourrait dire, plus t'accumules, moins t'es heureux. Et que l'avoir, et notamment notre présentation dont on parlait tout à l'heure sur générer de plus en plus de profits, n'est pas finalement au service du sens. Et donc, effectivement, il y a plein de personnes qui se posent la question, certaines la mettent en œuvre, tant mieux, de dire, ok, moi, je veux retrouver ma vitalité. Je veux retrouver ma vitalité. Donc, je fuis. C'est là où on retrouve la logique des furtifs de Damasio. C'est je fuis. Je vais trouver un point de fuite pour pouvoir retrouver une perspective. J'adore ce terme point de fuite. Parce que c'est un terme de perspective. C'est tout d'un coup, je retrouve une perspective, je retrouve de la prospective, je retrouve un horizon. Et donc, je peux reprendre l'initiative. Mais c'est un mouvement en même temps qui concerne peu de gens. C'est-à-dire que le taux d'insatisfaction au travail est absolument colossal. Et le taux d'insatisfaction des citoyennes et des citoyens par rapport à la vie politique en général, quel que soit le bord, je ne suis pas du tout en train de dire il y a tel ou tel parti qui pourrait répondre à ça, parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas la conviction. C'est retrouver une dynamique de vivant. Et c'est pour ça que ton sujet est génial. C'est s'autoriser à retrouver le sens profond du leadership et un leadership du care. Parce que le leader qui care, pour faire une sorte de barbarisme horrible, mais c'est d'abord dire « I care », ça veut dire, en fait, oui, c'est important pour moi. Donc le leader qui... I care about something, c'est « je suis engagé au service ». I care about you, ça me préoccupe. Il y a une part de mon attention qui est dirigée vers « est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu te sens respecté ? Quels sont tes besoins ?» On est dans la relation, dans une communication non violente. Et ça veut dire que... Et évidemment, ce lien, il est toujours interdépendant. C'est pas la personne qui est en haut et qui, finalement, dirige et prend le pouvoir sur l'autre. Si je suis réellement dans le care, je reconnais moi-même que ce sont mes vulnérabilités qui me mettent en lien avec toi, que toi, tu as tes propres vulnérabilités, et qu'on peut néanmoins, ensemble, sans avoir forcément le même point de vue sur le monde, prendre des initiatives et développer... Et c'est tous les défis qui sont, auxquels font face des organisations très précises, des entreprises, des associations, des
structure publique, c'est absolument passionnant. Se poser la question de la nouvelle donne des relations entre la France et les pays du continent africain en particulier, parce que, évidemment, il y a toute notre histoire derrière. C'est un sujet sur lequel je travaille. J'ai la chance de beaucoup travailler avec l'Agence française de développement et le groupe AFD, et c'est absolument passionnant, et le Caire est au cœur. Le Caire est au cœur. Et en même temps, quand je t'écoute, tu parlais de politique, on voit beaucoup une montée de l'extrémisme un peu partout, du populisme, avec une vraie demande d'un homme fort, entre guillemets. Tout à fait. Qui s'oppose complètement à ce que tu décris, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, tu me dis, les gens ont envie d'être autonomes, d'autonomie, et de l'autre, ce que je constate, ou des points de fuite, etc. Et puis de l'autre côté, ce que je constate, c'est ce besoin d'un homme fort. Comment toi tu vois ça? Comment tu l'expliques? Assez simplement à partir du champ de la complexité. C'est une des caractéristiques fondamentales d'un système complexe, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ça dit quoi? Ça dit qu'à partir d'un état donné, en fait, le système va chercher à retrouver son état d'équilibre. Dans notre imaginaire, je suis une personne lambda, je me sens mal par rapport. Il y a quelque chose qui gratte. Je sens que finalement, par rapport à mes aspirations profondes de buen vivir, de bien vivre, je suis pas là où je suis, où j'ai l'impression d'être dans la survie au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sensation que je décris de façon un peu théorique, qui est très bien décrite par Jung dans ce processus d'individuation, finalement tout le monde le vit. Qu'on soit dans un métier peu valorisé, en train de déplacer des caisses dans un entrepôt où on ne sait même pas pourquoi, ou dans un métier très valorisé, en fait, cette sensation de mal-être, elle est vécue. Pourquoi? Parce que, évidemment, d'abord, il y a plein de parties de nos imaginaires qui sont remises en cause de façon très objective, très concrète au quotidien, sur, en fait, les ressources ne sont pas illimitées, le système économique dont on pensait qu'il pourrait vivre sur une logique de croissance infinie, il ne marche pas, très concrètement. On voit de la souffrance, des maladies dont on pensait qu'on pouvait les éradiquer, qui reviennent, ou des pandémies qui nous attaquent, etc. Du coup, ce mal-être, il existe. Face à ça, j'ai deux attitudes possibles. Et la première attitude, qui est une attitude conservatrice, il dit, en fait, je me raccroche à ce que je connais. Et je me rapproche à ce que je connais, je me rapproche à l'imaginaire que je connais. Et du coup, je peux très bien être tenté de me dire, il faudrait, pour être plus heureux, il faudrait que j'ai un écran plat. Pour être plus heureux, il faudrait qu'il y ait un chef fort qui décide. Un dirigeants, et on en a des pléthores dans différents pays du monde qui s'appuient sur ça, c'est-à-dire qui donnent à voir des vérités qui sont des fausses vérités, évidemment, mais simplistes, et du coup qui apportent des réponses à tout. Et ça, donc, c'est la voie confortable. Et l'autre alternative, c'est de décider, justement, d'être furtif. C'est de décider de dire, en fait, il y a une possibilité de trouver un point de fuite à ça. Il y a une possibilité de construire des futurs souhaitables. C'est là où on retrouve cette logique de la prospective. Dans les années 50, toujours, on doit tout aux années 50, c'est incroyable. En 1957, Gaston Berger et quelques autres écrivent cet article qui lance un peu la logique de la prospective. Qui dit, en fait, nos dirigeants, en 1957, nos dirigeants ont tendance à imaginer la route qui est devant eux comme la route qui était derrière. Si on veut avoir un regard prospectif, il faut changer ce regard et être prêt à ouvrir le champ des possibles pour prendre l'initiative d'aller vers le futur qu'on souhaite voir advenir. Mais c'est très inconfortable. Donc la première voie d'aller se tourner vers des extrémismes, des populismes, des solutions simplistes qui sont évidemment des représentations fausses du réel, mais qui permettent de se coucher en ayant la certitude et de se dire au moins, finalement, j'exprime ma violence contre tous ceux qui sont mes ennemis dans ces mécanismes manichéens, et c'est une voie. Et l'autre voie, c'est de dire, en fait, ça c'est très spinozien, c'est d'aller retrouver
vraiment les moteurs profonds de la joie en moi, les moteurs profonds de la vitalité, c'est d'aller me reconnecter à ce qui est vivant et d'aller oser explorer le champ des futurs, oser explorer en premier lieu quel est mon élan interne, ma raison d'être, ma mission, ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis vivant, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, de se dire comment ça peut s'exprimer dans tout le champ des futurs possibles, sans imaginer, sans avoir d'a priori sur la route. Et ça donne une vie joyeuse, des leaders qui, du coup, peuvent s'exprimer à tous les niveaux des organisations, mais c'est extrêmement inconfortable. Et c'est pour ça qu'on a besoin du care. C'est-à-dire que l'inconfort en mode le héros guerrier qui va, genre, oh yeah, c'est à la Rambo, tu vois, c'est une illusion. Pour pouvoir être vivant, en particulier vu à la fois notre morphologie, notre mécanisme nos mécanismes physico-chimiques, nos ressentis émotionnels dont tu as déjà largement discuté dans ton podcast, il y a cet enjeu de cultiver la dynamique relationnelle et donc de coopérer en s'opposant, sans s'entretuer, au service du vivant. Et le levier, c'est le care. Et alors, la question qui est logique, c'est que de manière concrète, dans l'entreprise, comment tu mets ça en place? Parce que cet imaginaire auquel tu fais référence, qui est clairement partout, il est aussi dans la tête de chacune des personnes qui constituent l'entreprise. Donc comment tu peux changer la culture d'une entreprise existante, sachant que toi, tu as travaillé quand même avec des très grands groupes, pas que Danone, et qu'aujourd'hui tu accompagnes des patrons de boîtes pour justement mettre ça en place, j'imagine. Comment opérationnellement tu fais ça? Comment tu changes la culture et comment tu fais en sorte que le care et que le leadership reviennent enfin, je sais pas... Alors, en 5 étapes, très concrètement. Ok, très clair. La première étape, c'est exactement comme dans un processus de thérapie individuelle. Okay. Première étape, c'est se reconnaître comme étant une organisation vivante. Autrement dit, la première étape, c'est pour ça que je dis c'est comme en thérapie, et c'est au cœur aussi de l'éthique du care, enfin des éthiques du care, si j'ose dire, c'est finalement notre organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit un État, c'est un système complexe qui répond aux règles de la complexité. Et donc qui est imparfait, qui est asymétrique, et on explore ça. La première étape, c'est d'explorer ça, d'explorer l'histoire, d'explorer les composantes actuelles, d'explorer les vulnérabilités, d'explorer les tensions, d'explorer les échecs, de venir et les convergences évidemment, mais de venir, on va enlever les couches d'oignons, dire finalement qu'est-ce qui est au cœur. Okay. Se reconnaître tel qu'on est. Sans jugement. Le plus difficile dans cette étape-là, c'est d'enlever le jugement. Moi, je préfère, ça peut paraître très choquant, je préfère rencontrer une organisation où on a un collectif qui se dit, nous, en fait, on est ce petit groupe qui, finalement, est là pour faire du profit. Et on est clair sur c'est ça, nous, notre objectif, parce qu'on a tous envie de rouler dans un gros SUV à la fin de l'année, parce que c'est ça notre rêve. Je préfère ça parce qu'une entreprise qui va se dire, alors, les mêmes personnes qui seraient, nous, on est un fonds d'investissement à impact et on va aider l'humanité, alors qu'en réalité, en fait, leur seule motivation, c'est de rouler en SUV à la fin de l'année, parce que c'est la dissonance cognitive qui génère le plus de violence, en fait. Vis-à-vis de l'interne et aussi vis-à-vis de l'externe. Et c'est ça qui génère de la violence. C'est là où il n'y a pas de care. C'est là où il y a I don't care. Je m'en fous, je joue avec le système. Donc c'est d'abord, première étape, vraiment se reconnaître comme une organisation vivante, vulnérable, et du coup de s'accepter tel qu'on est, sans se raconter d'histoire. Donc on enlève toutes les questions juridiques, on enlève toutes les questions de jugement moral et on enlève toutes les questions de communication. Là, on se parle à soi, on fait un travail d'introspection pour dire, OK, on fait ce constat. Deuxième étape,
c'est révéler la raison d'être, révéler l'élan vital de l'organisation. Je préfère le terme élan vital, c'est un terme dont on a beaucoup discuté avec la philosophe Sophie Chassa. Elle a écrit un livre là-dessus qui est génial, c'est de se dire qu'est-ce qui est vivant dans l'organisation. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Tout un processus pour élaborer ça, c'est pour se dire, ok, fondamentalement, c'est quoi ce qu'on poursuit, et puis c'est comment on le poursuit. Hein, la modalité étant vraiment, la modalité spécifique de l'organisation étant extrêmement importante parce qu'elle va induire énormément de choses dans la suite, dans la mise en œuvre d'une stratégie, et s'il y a un malentendu sur la mise en œuvre, eh ben on va pas s'y retrouver. L'exemple que je donne souvent là-dessus, c'est tu prends 3 ONG, WWF, Greenpeace et Sea Shepherd, qui sur une part de leur activité au moins vont avoir la même finalité de défendre le milieu marin, de faire en sorte qu'il se régénère. Leurs modalités spécifiques d'agir sont très différentes. Et si toi, tu as envie de rejoindre une de ces organisations, tu as intérêt à être clair sur quelle est la modalité spécifique de chacune de ces associations si tu veux te retrouver à l'aise dans cette organisation. Donc révéler la raison d'être, c'est révéler à la fois la finalité, mais aussi la façon d'agir spécifique, et du coup, qui ne sont pas les activités, hein, qui permettent d'être clair finalement sur la téléologie du système, sur qu'est-ce qui fait sens pour nous. C'est « we care together about something ». Et une autre manière de le faire, ça va être ça. Troisième étape, c'est l'étape de prospective. C'est de se dire « ok ». Maintenant qu'on est clair sur qui on est, et qu'est-ce qui nous motive profondément, comment on peut regarder le futur en ouvrant les chakras. À l'Institut des futurs souhaitables, on dit ouvrir les futurs pour libérer le présent. La prospective, c'est pas faire Madame Soleil, c'est pas faire des prévisions. On est incapable de faire la moindre prévision. Surtout dans un monde comme ça. Absolument. On est absolument incapable de le faire. On peut simplement se dire, ok, si je regarde le futur avec différents prismes, un futur catastrophe, des futurs de rupture, des futurs tendanciels, etc. Et puis, avec les quelques signaux faibles qui sont accessibles aujourd'hui, qu'est-ce que je peux imaginer? Mais l'idée, c'est vraiment d'étendre le champ. Et de tous ces futurs qu'on peut imaginer, d'en tirer des enseignements pour se dire, nous, où est-ce qu'on souhaite aller? Quel est notre élan? Il nous conduit vers où? Ça nous permet de visionner un futur qui est souhaitable pour notre organisation, qui n'est pas souhaitable dans l'absolu, parce que qui peut prétendre détenir la vérité sur ce qui est souhaitable dans l'absolu? C'est souhaitable pour nous, c'est ça. Et de se mettre d'accord sur un objectif, ça c'est la troisième étape, c'est visionner ce futur souhaitable. Quatrième étape, on va se dire, ok, alors c'est bien beau, mais comment on y va? Donc là, comment on construit un plan de transformation pour y aller, et comment, notamment, on prend en compte la réalité de toutes les transformations, c'est-à-dire un processus extrêmement inconfortable, qui va nous amener, en suivant cette courbe, hein, tu sais, qu'on connaît tous, vers notre objectif potentiel. Donc là, plein de méthodes de dire, on repart justement de cette vision du futur, on valide bien les leviers qui seront les leviers principaux, et bien sûr qu'on peut se planter, mais on construit de façon très rigoureuse un plan de transformation qui nous amène à ça, en prenant en compte non seulement des dynamiques, on va dire, très classiques, opérationnelles, mais surtout l'enjeu de la courbe de transformation sur sa dimension de culture dont tu parlais. Et évidemment, qu'est-ce qui vient en face de ça? C'est comment je mets en place ce que certains comme Antoine Fenoglio et Cynthia Fleury appellent du design with care ou by care, qui est en fait une logique de je conduis la transformation en mettant en place des leviers qui nous permettent de vivre cet inconfort vers le point de fuite, vers ce point de fuite au sens très positif du terme, vers cette perspective prospective du futur. Et ensuite, on vit avec la réalité. Autrement dit, évidemment, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et donc la cinquième étape, c'est de discerner au quotidien, de faire face aux aléas, dans une logique qui est une logique de coopération, de construction d'alliances, qui nous permet de faire évoluer notre système. Quand je représente les organisations, je représente toujours les organisations sous forme d'une cellule.
une espèce de blob, tu vois, un truc un peu un patatoïde. Alors c'est un peu choquant par rapport à l'univers des organigrammes, mais évidemment c'est un objectif, c'est comment notre patatoïde là, il vit avec les aléas de la réalité. Alors tu as déjà évoqué ce sujet de la prise de décision, mais la prise de décision en incertitude, c'est un élément fondamental. Et dans tout ce processus, dans ces 5 étapes, l'enjeu pour celles et ceux qui sont finalement en position de dirigeants ou de dirigeantes, en position de ce qu'on imagine être le leadership, alors que le leadership est partout, c'est l'enjeu, c'est qu'on prenne soin aussi pour eux de ce processus de transformation. Et donc c'est là où, au fur et à mesure de ces 5 étapes, moi je pense que ceux qui sont dans des situations de responsabilité ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin de leurs aides-soignants, de leurs fous du roi, de leurs coachs, pour rester en relation et qu'on prenne soin aussi de leur vulnérabilité. C'est pas très dans la culture française, ça. C'est pas très dans la culture française. Et c'est probablement pour ça qu'aussi il y a un mal-être fort chez beaucoup de dirigeants et de dirigeantes. Et alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, certains choisissent au contraire de se renforcer dans les archétypes de je prends toutes les décisions tout seul, je fais des vidéos en permanence de voilà, moi je suis l'homme fort. On a des journaux qui tous les ans nous font des classements des meilleures patronnes ou patrons de la France, etc. avec la figure derrière son bureau. C'est un peu de chance de fonctionner comme ça. Sur les 3 premières étapes, qui prend ces décisions? Est-ce que ça se fait de manière collégiale? Je ne sais même pas comment ça se passe dans un corps humain par ailleurs, mais est-ce que ça se fait de manière collégiale, c'est-à-dire toutes les parties prenantes dans l'entreprise, les collaborateurs, collaboratrices, décident de cette mission commune, de cet objectif commun, de voilà, on va bouger vers là, etc., etc. Ou est-ce que ça doit être conscrit, on va dire, à certaines personnes qui ensuite doivent le diffuser dans le reste de l'entreprise? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de la première étape. Ce qui est fondamental, c'est que dans la première étape, qui consiste à se reconnaître comme une organisation vivante, si on fait réellement cette première étape, là, on est obligé d'aller rencontrer, interviewer, faire travailler l'ensemble des parties prenantes. Si on ne le fait pas, évidemment, on aura une représentation fausse de ce qui se passe, et du coup, tout le reste du travail tombe à l'eau. Après, la première étape, en fonction de ce qui en sort, et en fonction de la culture de l'organisation, là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans son système vivant aujourd'hui, les choses peuvent être différentes. Et moi, je tiens beaucoup à cette idée. C'est-à-dire que dans certaines organisations, aujourd'hui, il peut être tout à fait acceptable qu'une petite équipe, nourrie de la réflexion de l'étape 1, travaille et formalise une raison d'être, une mission, un élan vital pour l'organisation, et un objectif stratégique à l'issue d'un travail prospectif. Ça peut être tout à fait acceptable. Il y a des structures organisationnelles qui, par essence, ontologiquement, ont une forme de verticalité qui fonctionne bien. Le réseau de transport électrique en France, c'est un réseau qui est centralisé et qui permet de distribuer de l'électricité partout, au service d'une mission de service public qui est que pour que l'électricité passe, pour que le courant passe à chaque seconde, partout en France. C'est OK qu'il y ait une structure centralisée à cet endroit qui prenne des décisions. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à tous nos maux. Ça ne veut pas dire que ça serait la seule solution pour les questions de mix électrique, etc., de mix énergétique, mais c'est en soi une réponse qui est pertinente à cet endroit. Moi, je crois beaucoup à la biodiversité organisationnelle. C'est-à-dire qu'il faut aussi des organisations de ce type. Dans d'autres organisations, tu as reçu récemment Pascal Desmurger, qui est patron de la Maïf. Patron de la Maïf. J'ai cherché un autre terme que patron, parce que justement, mais enfin, de fait, c'est ça la représentation.
quand Pascal et l'équipe de la Maïf ont fait un travail sur leur raison d'être, ils sont allés interroger l'ensemble des équipes de la Maïf, et même plus largement que ça, les militants et un certain nombre de sociétaires. Pourquoi ? Parce que c'est au cœur de leur ADN. C'est au cœur de leur ADN, et sans surprise. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de leur raison d'être ? L'attention sincère. Le CARE, c'est la Maïf, c'est l'entreprise qui, en France, a, dans sa raison d'être, le CARE comme étant l'élément essentiel. L'attention sincère. Et je dis c'est sans surprise, c'est-à-dire que là on est à l'autre extrême, on est dans une structure où on a une logique qui historiquement est une logique de sociétariat, avec encore des militants. La Maïf s'assume comme assureur militant. Il y a une logique de vouloir faire avec, dans une logique d'attention sincère, et donc forcément dans ce cas, il y a une dynamique. Ce qui ne veut pas dire que dans l'exercice qui a été fait, à un moment donné, l'équipe de direction de la Maïf n'a pas dit ok, on va trancher, on va formaliser, parce que écrire à 5 000 ou 6 000 collaborateurs, c'est pas possible. On fait une proposition, on prend le lead, parce qu'on a la mission de leadership. On a ce leadership, on prend l'initiative de dire je formalise, on devient effectivement société à mission, et puis on prend un certain nombre d'initiatives au quotidien. Mais le leadership, dans ce cas, c'est vraiment assumer la responsabilité que j'ai prise. Donc c'est assumer mon engagement, what I care about. Et c'est là où ça fonctionne. Donc dans ces étapes, on a tous les gradients. Dans beaucoup d'organisations, on va faire un processus qui est très participatif, qui va aboutir à des hypothèses, et puis, in fine, on va poser une proposition qui va être tranchée par les équipes de direction, dont le rôle, à un moment donné, qui est la mission qui leur est assignée, c'est de prendre les décisions en incertitude. Et tu l'as très bien développé dans un autre épisode de ton podcast, c'est vraiment poser ce genre. Donc ça peut se faire de façon différente. Ce qui me paraît vraiment clé, en tout cas les échecs, pour être très clair, les échecs de ce processus, c'est quand il y a un refus de la phase 1 qui consiste à dire on va se reconnaître comme étant vulnérable. C'est-à-dire qu'on va refuser d'être dans de l'auto-empathie. On va préférer l'histoire qu'on se raconte à la réalité de ce qu'on est. Confondre ce qu'on voudrait être et ce que l'on est. Et ça, j'ai rencontré, heureusement peu, mais quelques dirigeants qui c'est trop difficile pour eux. Là où ils en sont dans leur vie, c'est trop difficile pour eux d'entendre que leur organisation n'est pas exactement conforme à l'histoire qu'ils s'en racontent. Ah oui. Et tu disais tout à l'heure, il faut prendre soin des dirigeants. Oui. C'est pas une phrase qu'on entend régulièrement. C'est quelque chose que tu expérimentes au quotidien ou... Moi, d'abord, j'en suis profondément persuadé, c'est-à-dire que l'image du dirigeant, l'imaginaire qu'on a déjà discuté du dirigeant, chef de guerre, à la tête d'une organisation seul contre tous, qui est très entretenue par les logiques des séries ou des films avec des héros, c'est une pure illusion. C'est la solitude du dirigeant, oui, bien sûr. Moi, proposition provocatrice, je pense que si on devait imposer quelque chose, au-delà, justement, au lieu d'imposer des milliers de normes sur la manière de faire les choses, je pense qu'à partir du moment où on a la responsabilité, la charge de centaines, milliers de personnes, il devrait être obligatoire de faire un travail thérapeutique et de supervision. Parce que le danger sociétal est trop important pour se permettre d'avoir des dirigeants seuls contre tous qui finissent et ça finit par leur monter à la tête. Et surtout, c'est une grande violence pour eux. Et donc, à mon avis, un dirigeant responsable aujourd'hui, à qui on a confié une charge de prendre des décisions dans un contexte d'incertitude extrêmement fort,
c'est quelqu'un qui doit se faire, d'une façon ou d'une autre, accompagner. Et je ne dis pas que tout le monde devrait faire une psychanalyse, hein, je dis une forme d'accompagnement, d'avoir un ou des sparring partners qui viennent aider, questionner, mais surtout qui créent en fait un contexte, un lieu où la possibilité de parler de ses doutes, de ses vulnérabilités, de ses erreurs, etc., et des grandes questions, de venir interroger ces angles morts et cultiver, préserver dans un contexte ce qu'on pourrait appeler un cadre de sécurité, c'est-à-dire de la confidentialité, une vraie logique de care. Je pense que c'est une logique de symétrie des attentions qui n'est pas forcément là où on l'attend, mais si on veut avoir des personnes à qui on confie un mandat, des leaders, des dirigeants, qui sont dans une posture de care, qui sortent de ces postures verticales, pédantes, etc., ils ont besoin de ça. La symétrie des attentions, c'est-à-dire que l'attention sincère, elle doit se situer aussi à cet endroit. Parce que s'ils le vivent, ils seront plus en capacité d'être dans un care intégral, c'est-à-dire le care au service de la mission. I care about my mission et I care about you, quoi. Et donc voilà. Et c'est très difficile. Bien sûr que l'autre hypothèse qui consiste à dire on va se raccrocher à des pistes encore plus radicales, encore plus verticales, encore plus polarisées, elle va continuer à exister. Donc il y a un vrai combat à mener à cet endroit. Et tu sens un shift. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est en train de passer d'une société, celle que tu décris, très moderne finalement, très accumulative, autour du bien en particulier, des biens, pas du bien, à une société de liens et de care. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'aura pas nécessairement le choix, c'est-à-dire qu'on va devoir aller vers là, parce que c'est ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire le lien avec les autres, et puis du coup de prendre soin des uns et des autres. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, est-ce que tu penses que c'est complètement utopique de ma part, ou est-ce que tu abondes dans ce sens-là, toi ? Alors, moi, je pense que c'est un futur souhaitable. Je pense que c'est une logique prospective qui est celle qui peut nous maintenir. Après, je pense que c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, extrêmement exigeant et inconfortable. Ce qui me paraît être le plus dur, c'est de sortir... c'est d'oser cet inconfort. J'essaye d'œuvrer au quotidien au service de ça. Il y a des jours ou des soirs, j'ai des doutes. Je me dis, c'est pas possible, quoi. La résistance en face, elle est absolument colossale. Mais comme je suis d'un naturel optimiste, je continue. Et c'est pour ça aussi que j'utilise le terme de fou du roi ou le terme de fou de la cité. C'est qu'il y a un côté... ce qui nourrit, moi, mon optimisme, c'est de le faire avec un peu de la folie, quoi. C'est de le faire avec une forme de légèreté qui consiste à... faire le pari. Faire ce pari-là. Ouais, faire ce pari. Parce que tout va dans ce sens-là. Toute l'histoire de la philosophie, Spinoza est à la mode parce que le premier, il a formalisé, en s'appuyant sur d'autres, mais il a formalisé cette logique que l'enjeu, c'est de sortir de ses passions tristes pour accéder à une vraie joie profonde. On a des études neurologiques, comportementales, etc., qui toutes nous montrent, finalement, nous amènent à voir que, oui, ce qui rend profondément heureux les êtres humains, c'est la qualité des relations. 2, le fait d'être toujours en mouvement et d'apprendre des choses nouvelles. Le leadership. I take the lead. Je prends l'initiative. Tac. 3, de faire des choses au service de ce qui nous entoure, du commun et du vivant. C'est-à-dire d'être porté par quelque chose qui fait sens et de nous connecter au reste du vivant. Tout nous le prouve. Et après, je suis pas naïf. Quand on demande partout dans le monde de quoi vous avez besoin pour être plus heureux, de fric, de reconnaissance, d'apparence, de matérialité. En fait.
Donc oui, et ce combat passion triste, logique, de joie profonde, il est difficile. À titre personnel, moi, j'ai aucune réponse là-dessus. Je prétends absolument pas l'avoir. C'est pour ça que c'est aussi une protection, tu vois, de se positionner dans cette logique de fou de la cité. C'est de dire, attendez, moi, j'ai pas la réponse pour vous, j'ai pas de conseils à vous donner, j'ai des convictions. Et ce que je peux faire, c'est, avec un brin de folie, un peu d'humour, faire du care à un endroit où il n'y en a pas beaucoup. C'est s'intéresser aux gens qui peuvent être mis en exergue comme étant les responsables de nos malheurs parce qu'on ne veut pas s'intéresser réellement à nous-mêmes. Et ça rejoint cette logique de la CNV. La CNV, c'est d'abord la communication non violente, c'est d'abord de l'empathie pour soi. Et ensuite, je suis capable d'être en interrelation. Donc, pour répondre à ta question, c'est un gros combat. Mais je pense que toi et moi, on est là ici parce qu'on y croit et qu'on a envie d'y croire. Totalement. Merci beaucoup, Martin. C'était super. Merci, Greg. C'était super intéressant. Ça m'a même fait réfléchir sur même moi, mes propres conceptions. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés, peut-être regardés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à mettre des commentaires pour nous dire ce qui vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à un nouvel épisode. Merci beaucoup.